Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Fut une époque où tout le monde au Québec le connaissait. Il était connu comme Barabas dans la Passion. Les comiques faisaient des sketchs sur lui, l'imitaient aussi, et quand la communauté artistique se réunissait, on se demandait toujours si Réal Giguère était là. Imaginez, 50 ans de vie artistique au Québec. Si vous pensez que M. Canadis n'a été qu'animateur de télévision, eh bien, détrompez-vous. Réal Giguère a fait aussi carrière à la radio, il a joué au théâtre, au cinéma, il a écrit un roman, plusieurs téléromans. Réal Giguère pouvait interviewer le matin le premier ministre Bourassa à la radio, et puis le soir, monter sur scène pour jouer au théâtre dans la cage aux folles. Mais bien sûr, on se souvient de lui pour son émission à Télémétropole, Parle Jazz Jazz, une émission où il pouvait se targuer de confesser toute la communauté connue du Québec. Or, nous ne savons presque rien de Réal Giguère, l'homme. C'est pourquoi je vous convie à regarder cette heure unique où, pour la première fois, Réal Giguère accepte de parler de sa jeunesse, de son métier, de sa vie personnelle, de ses choix et de ses passions. Vous découvrirez entre autres qu'il est aussi fin gastronome et grand cuisinier et surtout qu'il est un excellent conteur. Vous découvrirez que Réal Giguère est un vrai Montréalais, né à Rosemont en 1933 en pleine crise dans une famille très modeste où il y a 4 enfants. Le jeune Réal fait quand même des études, il s'inscrit à l'université en sciences sociales, il veut changer le monde, le rendre plus juste, plus équitable. Bref, c'est un Réal Giguère que très peu d'entre nous connaissons, que vous allez découvrir dans cette heure de biographie. Comment résumer toute une vie, dont 47 ans de vie artistique, c'est pas facile. C'est un homme, comment je dirais, un homme d'honneur, un homme travailleur, un homme ponctuel, un homme généreux, un homme qui connaît tout, lit tout, du dernier magazine à tous les livres qui paraissent. C'est un homme qui aime la bonne chair, c'est un homme convivial. C'est très difficile pour moi de nommer qu'une seule grande qualité chez mon père parce qu'il en a tellement. Je vais aller avec 2 parce que j'hésite entre les 2. Il y a sa passion, sa fougue, sa curiosité envers la vie et sa grande générosité. On a découvert davantage l'homme là, chaleureux, le bon vivant, toujours gai, toujours de bonne humeur, toujours de service, attentif. Je suis né à Rosemont, une famille ouvrière, le 24 mai 1933. C'était en pleine crise économique, bien entendu. Dans les premières années de ma vie, je n'ai pas eu à réaliser les efforts que mes parents ont dû faire pour élever une famille de 4 enfants. Nous étions 3 garçons et une fille, tout ça. Ce n'est qu'après, lorsque j'ai vieilli, que j'ai réalisé l'effort extraordinaire qu'ils avaient fait. Mon père était un brave homme, ma mère était extraordinaire. Ils ont fait en quelque sorte, je crois que tous les enfants qui ont connu cette période-là vous le diront, ils ont fait des miracles afin que la famille puisse survivre.
De la jeunesse de mon père, je connais bien peu et beaucoup à la fois. Évidemment, il me racontait les tours pendables. J'ai des histoires, des anecdotes que je connais depuis 30 ans, qui me racontent et qui sont encore... Je m'émerveille encore quand il me les raconte. Son chat Coco, qui avait une robe de chambre puis un cornet de crème glacée, c'était le Talk of the Town. Il y avait un chat extraordinaire, je l'ai fait voler d'ailleurs, c'est un phénomène de cirque. Les chocolats qu'il allait voler dans le garde-robe de sa mère. Sa mère avait des chocolats fins et elle allait la nuit, comme une souris, manger tous les chocolats, mais il remettait les papiers en place. Et là, sa mère sortait devant les invités la boîte de chocolat et oups, il n'y avait que des papiers. Derrière, elle allait se cacher puis il riait dans sa chambre. Toutes des petites anecdotes comme ça, là. Il était vraiment joueur de tour. Ça, je m'en souviens, ma première communion. Ça, c'est un très beau jour. Ce n'est pas tellement la valeur spirituelle dont je me souviens, c'était le fait d'avoir un nouveau costume, avec un brassard, d'être bien coiffé, d'être beau. En fin de compte, c'était une fête. Après mes études secondaires, je suis passé à l'université en sciences sociales, particulièrement dans la faculté de relations industrielles. C'était tout nouveau à l'époque. J'avais choisi cette branche-là de sciences sociales, un peu en fin de compte avec cet esprit d'apôtre, de faire du bien à la société, qui nous anime tous lorsqu'on est jeune et tout ça, de corriger les torts de la société. Mais après quelque temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voie. Lorsque j'ai laissé tomber mes études, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de moi maintenant? Bon. J'ai entendu parler qu'il y avait une demande d'annonceurs, d'animateurs, appelez ça comme vous voulez, on faisait tout dans ce temps-là, à CJSO Sorel. Alors, je me suis présenté à CJSO Sorel, j'ai fait l'audition. On m'a dit, nous ouvrons un bureau à Joliette. Avec 3 heures d'émission par jour, vous seriez en charge des émissions, tout ça. Là, encore une fois, ça paraissait très bien être en charge d'émissions. Alors, j'ai dit oui, je vais aller travailler à Joliette pour CJSO Sorel. Alors, nous avions une antenne 3 heures par jour. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'on m'engageait comme nettoyeur du poste, scripteur, vendeur d'annonces, annonceur, disque jockey, relations publiques, et j'en passe. Mais quelle belle expérience! J'avais amassé quelques sous, et j'ai dit, quel autre défi que j'aimerais relever? J'avais toujours rêvé de voir l'Europe. Alors j'ai décidé de partir pour l'Europe pour quelques mois après mon travail à CJSO. Et lorsque je suis rendu à Paris, je me suis infiltré dans ce milieu pseudo-intellectuel d'une façon assez facile. D'ailleurs, j'ai toujours eu la facilité avec les gens. J'ai beaucoup d'entre gens. Et je suis rentré dans un groupe de gens. Des jeunes un peu désabusés. La guerre de l'Indochine faisait rage, le service militaire était obligatoire. C'était un milieu social très enrichissant pour moi. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté environ 5 à 6 mois. Ce qui m'a ramené à Montréal, c'est très simple, c'est l'argent. Je n'avais plus un sou, mais j'avais payé mes économies, j'avais acheté un billet. Que je me disais un jour ou l'autre, on ne sait jamais. Et comme de fait, heureusement que j'avais mon billet en poche, je suis revenu, mais vraiment sans le sou. Quand je suis revenu à Montréal, là, j'étais vraiment perdu. Je suis retourné à CHLP. Je suis allé voir M. Bergevin, je lui ai fait part de mes vues sur la situation et tout ça. Il dit, écoutez, nous avons un poste ici d'annonceur, c'est un poste mineur, bien entendu. Ben, j'ai dit, oui, moi je suis prêt à faire ce que vous voulez. Il dit, d'accord, moi vous essayez. J'avais une émission qui s'appelait, je ne me souviens pas le titre, qui passait le samedi de 4h à 7h. Et puis, c'était mon rôle de faire tourner les disques et d'interviewer. Et j'ai passé à ce moment-là tout ce que vous pouvez imaginer comme vedette, parce que Montréal était considéré comme une des villes principales du circuit de burlesque, de vaudeville, de showbiz en quelque sorte. Alors, j'ai rencontré Sammy Davis Jr., Gisèle McKenzie, tous les chanteurs du temps, et les Françaises, Lucienne Boyer, qui sont tous venus ici, je les ai passés en entrevue. Et aussi, bien entendu, à cette émission-là, il y avait des vedettes de cinéma qui étaient de passage très souvent, parce que c'était un peu la même chose comme aujourd'hui. Ils venaient pour la promotion de leurs films. Alors, j'ai rencontré Gregory Peck, Anne Baxter, et j'en passe, et j'en passe. Le passage de CHLP à CKC s'est fait encore une fois avec le système des clubs-écoles, si on peut dire.
Alors, ils ont dit, Réal, veux-tu passer une audition CKC? J'ai dit, oui, c'est sûr. C'était le saut, c'était le tremplin vers la vie artistique professionnelle au Québec. Et j'ai passé avec succès. Je suis rentré à CKC vers les années 55. J'y suis demeuré, 11 ans. C'est ça. Mais aussitôt que j'ai rentré à CKC, la vie a changé pour moi. Et là, je me suis dit, c'est le métier que je veux faire. En première place. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur nos ondes pour la présentation de l'émission En première place qui vous revient tous les samedis matins dans la période... Bien sûr, mes émissions, je suis devenu morning man par la suite. Il y a eu Réal Express le matin avec toute une équipe. Mais l'émission qui m'a le plus marqué, parce que là encore une fois, c'était un autre tremplin, c'était l'émission du PEP avec Duceppe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du PEP avec Duceppe. L'émission du PEP avec Duceppe a été la première émission au point de vue code d'écoute. Hein. Non seulement à CKC, mais dans la province de Québec. Et maintenant, de CKC, nous invitons Réal Giguère à venir. Bonsoir. Réal Giguère est un spécialiste, lui aussi, des grands concours. Nous savons qu'il s'occupe très activement de ce concours du disque canadien à CKC. Ça doit être passionnant, Réal, de s'occuper d'un concours qui tient comme ça le public en haleine pendant un an. En effet, et une chose qu'on doit mentionner, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas que les disques jockeys, les gens du métier, se laissent prendre aussi à ce petit jeu de suspense. Je tiens à ajouter que je suis très heureux de m'associer avec un gala d'une telle ampleur. Vous savez, au cours de l'année, on suit de loin et de près, nous, puisque c'est notre métier. Et je tiens à ajouter que la... Ça, c'était les grands succès québécois, ça. Et ça, c'était très, très populaire aussi. C'était une émission on ne faisait jouer que de la musique québécoise. Et ce n'était pas facile à l'époque, parce que les auteurs, compositeurs et interprètes étaient relativement limités. L'industrie était plus ou moins naissante et tout ça. Mais CKC avait cette tâche, et d'ailleurs, c'était une vocation CKC, de faire connaître ces gens-là. Biographie, c'est notre façon à nous d'explorer la face cachée de l'humanité. Tous les soirs de la semaine, découvrez avec moi comment les grands de ce monde sont passés de l'anonymat à la reconnaissance publique. Découvrez ce qu'a été leur enfance, qui a façonné leurs rêves, leurs ambitions, leurs motivations, les routes qui les ont menés à la gloire et les aspects inconnus de leur existence. Biographie, c'est une véritable galerie de portraits de tous ceux et celles qui ont marqué notre monde. Voyez Biographie du lundi au jeudi 21h à Canal D. Les gens me disent que je ne fais pas mon âge. Revitalis de L'Oréal avec Pro-Rétinol A. Revitalis réduit visiblement l'apparence des rides. Sa formule hydratante avec Parelastyle aide à raffermir la peau. Revitalis de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ma première incursion à la télévision est venue par l'aspect commercial de mon métier. J'étais annonceur à CKC, animateur-annonceur, comme on les appelait à l'époque et tout ça. Et mon frère Roland était à Radio-Canada. Il était directeur de la section sportive. Et il m'a dit, il va y avoir des auditions concernant un nouveau commanditaire pour l'heure des quilles. Et il cherche un annonceur commercial parce qu'il va avoir au cours de l'émission, à un moment donné, la caméra va couper, mais toujours en direct, bien entendu, sur ses produits et tout ça. Bon, alors j'ai dit oui, ça. Il dit, tu vas appeler une dénommée Roland de Morin. J'avais entendu sa voix, puis j'avais besoin de quelqu'un pour faire des commerciaux de Gattuso. Et je l'ai fait venir au bureau, et comme j'ai vu qu'il avait une petite moustache noire et des cheveux noirs, alors j'ai dit, c'est celui qu'il nous faut pour faire des commerciaux de Gattuso. Gattuso, le régal des gourmettes. Et à l'époque, j'avais les cheveux noirs et une petite moustache, et j'avais l'air italien. Et dans la salle, il y avait bien entendu les frères Gattuso. Et parmi les autres annonceurs, il n'y avait pas ce type-là qui recherchait. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, ça pourrait coller au produit, ça. Et grâce à l'intervention de Roland Morin, j'ai eu ce job. Et ça m'a collé longtemps,
ce nom de M. Gattuso. Jusqu'au moment où on m'a découvert, bien sûr, dans d'autres fonctions à la télévision. Ben, on s'est dit, ben, c'est pas seulement qu'un annonceur commercial. Parce que peu de temps après est venue l'ouverture de la station du Canal 10 en 1961. Et j'étais là au tout début. Alors la grande aventure a commencé. C'était une personne que je suivais depuis longtemps et que je me disais qu'il me fallait absolument avoir dans les murs du Canal 10. Je suis passé à Télémétropole un peu par l'entremise de la radio. C'est assez bizarre. Je faisais l'émission du PEP avec du CEP le matin, lorsque la Plaza Saint-Hubert, qui était le premier gros commanditaire du Canal 10 qui ouvrait ses portes, a décidé d'acheter une émission mettant en vedette du CEP. Parce que déjà dans l'émission radiophonique, on faisait de la publicité pour plusieurs marchands de la Plaza Saint-Hubert. Bon. Alors, on s'est rencontrés et bien entendu, Jean Duceppe a dit, moi j'aimerais avoir Réal, pour me seconder, quoi. Et puis faire les annonces aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'annonces, de réclames publicitaires. Et tout se faisait en direct, en quelque sorte. Alors Jean était censé faire les entrevues, jouer dans les sketchs. Moi, je lui prêtais un petit peu main forte pour jouer dans les sketchs. Et je faisais les 10 réclames publicitaires en direct. Une bonne journée, mon patron, c'était M. Ladouceur, Jean-Paul Ladouceur. Puis il me dit, à partir de samedi, c'est toi qui enregistres les commerciaux, qui les fais. Je faisais juste les détails avant. Puis là, c'est là qu'on a commencé à faire 18 commerciaux par jour avec Réal et Anita Barrière. Puis on faisait ça dans une journée, puis une journée, on en a fait 22. Alors, j'ai donc décidé d'entrer dans une émission qui s'appelait 10 sur 10. L'émission s'appelait 10 sur 10, premièrement, parce que c'était présenté au Canal 10, c'était pas tellement original, et l'émission était présentée à 10 heures, 3 fois par semaine, en direct. 1 heure de temps, variété, c'est-à-dire le dimanche, le mardi et le jeudi. Ce soir, on s'est fait avertir, on se fait voler le spectacle, on se fait voler le show. Mais comment se faire voler le spectacle par qui? Ben voyons, tu sais, Réal, allons, arrive en ville. Par qui? Ben voyons, il n'y a pas de plus aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Je ne vois rien, mais tout ce que je vois, c'est un rideau qui va s'ouvrir, là. Mais allons, mon coco, regarde, mon coco. Son arrivée créait un certain problème. Il y avait dans la maison que son frère Roland avait établi une politique qui voulait que personne de notre parenté immédiate travaille à notre télévision. On m'a posé souvent cette question, si la présence de mon frère à la tête de Télémétropole avait été pour ou contre un bien ou un mal dans ma carrière. Moi, je dois dire une chose, et en toute sincérité, ça n'a joué d'une aucune façon. Roland m'avait dit, tu es le boss, tu t'arranges avec tes troupes. Si on surgit à un moment donné, Réal était un professionnel qui savait très bien faire son métier comme un grand garçon. Après 13 semaines, Jean Duceppe s'est désintéressé de la série, pour toutes sortes de raisons. Ils ont dit, pourquoi pas demander à Réal s'il voulait prendre l'émission, mais seul. Ben, j'ai dit oui, moi ça m'intéresse. Défi toujours. Releveur de défi, j'ai dit oui, je vais essayer. Alors, je suis rentré dans 10 sur 10. Et là, j'ai décidé de donner une ampleur à l'émission qu'on n'avait pas eu auparavant, c'est-à-dire donner l'accent sur la comédie. On n'en avait pas fait encore beaucoup à la télévision. Ça ne se faisait pas comme je l'avais imaginé. Et là, j'ai inventé toutes sortes de personnages pour jouer dans les sketchs. Je jouais dans tous les sketchs et tout ça. J'ai eu Tarzanette, qui était la version féminine de Tarzan, bien entendu. J'ai eu Ticasse, un simple d'Espari. J'ai eu un décorateur, Antoine, qui était un décorateur intérieur avec des idées farfelues, c'est incroyable. Et j'ai fait toute une série de parodies et d'imitations sur les chanteurs comme Georges Brassens, Moustaki et tout ça. Et je me suis entouré des meilleurs comédiens de l'époque. Des gars comme Denis Drouin, Gilles Pellerin, Marcel Giguère, Léo Rivet, Paul Desmarteaux, La Poune, Mandat Parent, des gens qui étaient au Théâtre National.
Et à un moment donné, à l'émission 10 sur 10, Marcel Giguère m'est arrivé à un bon moment et il m'a dit, il y a un succès phénoménal sur le hit parade américain. Et on pourrait le faire en sketch, parce qu'on cherchait toujours des idées de sketch à 10 sur 10. Il dit, de quoi s'agit-il? Il dit, le disque s'appelle Big Bad John. Il dit, je te vois en mineur. Il dit, à l'entrée d'une mine, c'est l'histoire d'un mineur qui, pour sauver ses camarades, a fait preuve d'héroïsme, de bravoure. Et puis il dit, tout s'écroule et il meurt. J'ai dit, c'est pas tellement drôle comme histoire médiateur, mais on va le faire. Et j'ai pensé à quelque chose. Au lieu de t'appeler Big Bad John, on va t'appeler Gros Jambon. J'ai dit, quoi? Est-ce que vous êtes sérieux? Il dit, oui. Il dit, c'est sympathique parce qu'il dit, c'est un colosse et tout ça, puis il dit, c'est un nom amical. Et moi, bon, j'ai dit, d'accord, j'étais de bonne foi. Alors, nous avons fait le sketch. Et avec les mineurs, Marcel Giguère, Jean Morin, je ne me souviens pas de l'autre mineur et tout ça. Et moi, Big Bad John, avec mon casque de mineur et tout ça. Dans les mines du Grand Nord, les mines de charbon, il y avait un gars, un grand toxon gros. Et les chœurs en arrière reprenaient gros. Alors nous avons fait ça, nous, simplement pour nous amuser, un sketch un soir. Le lendemain matin, 5 compagnies de disques appelaient pour avoir l'enregistrement. Moi, j'étais sur le dos, j'écoutais les gars, c'était une blague, tout ça. Et à un moment donné, il y avait Trans-Canada, un disque québécois qui avait insisté. Nous sommes rentrés en studio avec l'orchestre de Roger Pinon, les musiciens ont fait des chœurs. On a fait un disque, on a vendu 300 000 copies. Gros jambon. Du côté télévision, un des très beaux souvenirs. J'étais l'animateur des galas Monsieur Radio-Télévision. Et on m'a demandé d'aller présenter à Ed Sullivan un trophée, son Méritas, on les appelait comme ça à l'époque, son trophée Méritas dans son studio avant l'enregistrement de Ed Sullivan Show. Je suis descendu sur l'immense plateau de son théâtre. Il avait son théâtre sur le Broadway. Et on va présenter M. Sullivan, qui tout de suite a commencé à me parler de Montréal, de Toronto, des artistes qu'il encourageait, de Wayne & Schuster de Toronto. Il ne voulait rien savoir du Méritas. Il voulait parler du Canada. Il était venu à la pêche, etc. Alors, sans répétition, 1, 2, 3, allez-y, bingo, bon. J'ai commencé à dire à M. Sullivan, en anglais, bien entendu, comment on l'aimait, et son professionnalisme, et surtout la qualité de son émission, et qu'on devait lui rendre hommage en lui présentant le trophée Méritas. Il a pris le trophée Méritas, on s'est serré la main, tout ça, la caméra s'est arrêtée. Je suis revenu à Montréal avec l'enregistrement où on avait rendu hommage au plus grand animateur de variété du moment. L'inconnu cherche à se venger. Je faisais 10 sur 10 à l'époque. Et puis, Pierre Patry, le réalisateur, est venu. Et avant l'émission, prendre un café. Et il me dit, on est toujours à l'affût, nous, de bons scripts, on aimerait ça, de scénarios. Je lui ai dit, écoute, moi, lance ça comme ça dans la conversation. J'ai écrit un roman, et qui s'appelle Les Marcheurs de la Nuit. Moi, je pense que ça ferait un bon film. Ça s'est intéressé. Il dit, oui, je suis très intéressé à le lire. Alors, par l'intermédiaire de France Film, qui était à la maison, en fin de compte, qui était dans l'immeuble, la compagnie était dans l'immeuble, Pierre Patry a lu le scénario, c'est-à-dire le roman, il a dit, oui, ça fait un bon scénario, ça. Et de fil en aiguille, devant la popularité, bien sûr, il m'a dit, est-ce que tu aimerais jouer dans le film? Releveur de défi encore une fois. Il dit, oui, certainement, ça me ferait énormément plaisir. J'aimerais beaucoup l'expérience de faire du cinéma. Et là, la grande aventure de Caïn a commencé. Je me souviens de la première scène. J'arrive dans le vieux Montréal avec des vêtements que j'avais achetés à l'Armée du Salut, parce que je fais un petit peu dans ce quartier-là, tout ça. Un jeune homme. Alors, je dis, est-ce qu'un maquilleur ou une maquilleuse? Ah, tu dis, non. Bon, d'accord, tout ça. Il dit, viens ici, je vais te maquiller. Et il enlève son soulier, passe sa main sur la semelle et commence à me mettre ce qui croyait être, lui, le cambouis nécessaire à la scène. J'ai gelé, mais vraiment gelé. Je me suis dit, c'est le réalisme du cinéma. Pierre Patry était un réalisateur excellent. Et une autre petite anecdote, une scène dans la pluie. Et la pluie arrête, ils ont retourné la scène. La caméra monte dans l'escalier de sauvetage et je dois courir dans une petite ruelle, là, ici. Il y a des flaques d'eau là-dedans, tout ça.
Et on reprend la scène à peu près 10 fois, l'éclairage, la position de caméra, tout ça. J'étais fatigué, moi. Et je m'assois sur la chaîne du trottoir. Et il y a un itinérant qui arrive à mes côtés qui me dit « Qu'est-ce qu'on fait courir ces maudits fous-là? » Il sort sa bouteille de je ne sais pas trop de quoi. Il me tend la bouteille. J'étais complètement désemparé. Je me suis dit, si je lui dis non, on va l'avoir dans la scène suivante, on va avoir des choses et tout ça. Alors j'ai fait semblant de prendre la bouteille. Inutile de vous dire que j'ai jamais voulu toucher au goulot. J'ai dit, t'es bien gentil, vieux, merci, faites semblant, merci beaucoup pour tout ça. Mais tu devrais leur demander d'arrêter de faire courir. Ils n'avaient jamais compris que je courais dans la ruelle pour la scène du film. Je me suis marié, mon premier mariage, bien sûr, dans une période qui était difficile dans ma vie, dans ce sens que j'étais très occupé, quoi. J'étais lié à mon métier à cause de nombreuses responsabilités. J'avais signé plusieurs contrats et tout ça. Et inévitablement, le mariage s'en est ressenti. C'est un mariage qui n'a pas duré très longtemps, qui m'a donné un fils, cependant, de mon premier mariage, Sylvain. Et après quelques années, d'un commun accord, nous avons décidé de nous laisser. Et je me suis remarié en 1961, à l'ouverture de la station. Parmi les mannequins qui sont venus auditionner, j'ai rencontré ma deuxième femme, Paulette Gingras. Et ça a été le coup de foudre. Le premier souvenir que j'ai de mon père, je devais avoir 1 an et demi, peut-être 2 maximum. Et c'est sa voix, bien évidemment, sa voix légendaire. Vous regardez des souvenirs télé de Normand Daou. Et mes parents, bon, sont des chefs et la gastronomie est leur passe-temps. Et mon premier souvenir que j'ai de mon père, c'est mon père qui cuisine, le bruit de mon père qui cuisine. Et bon, les échanges qu'ils avaient, ma mère et lui. Magali m'a donné un sens de responsabilité et une attache familiale que je n'avais pas sentie jusqu'à maintenant. Nous avons fait une vie, Paulette et moi, très intense sur le plan social. C'est-à-dire que nous avons voyagé beaucoup, nous avons reçu, nous avons fait un tas de trucs en quelque sorte. Et lorsque Magali est arrivée, ça m'a donné un sens de responsabilité que je n'avais pas inévitablement. Et ça a changé ma vie du tout au tout. Un jour, je me souviens, Réal vient me voir à mon bureau, puis il dit, Robert, je veux faire autre chose que ce que je fais depuis X années. Il dit, je me lance en affaires. C'était un choc pour moi, c'est bien sûr. Je perdais un homme clé dans la maison. Ça, c'est la grande aventure immobilière de Carrefour Montréal, avec un architecte, Yvan Bélanger, qui était des Maritimes du Nouveau-Brunswick. Nous avions planifié, nous avions entamé, en fin de compte, des conversations pour bâtir dans l'est de la ville un immeuble qui répondrait aux besoins. On avait fait faire un sondage et on s'était aperçu qu'il manquait énormément d'espaces de bureaux, de magasins et d'appartements. Et il m'avait dit, en fin de compte, veux-tu te joindre à moi, un peu comme porte-parole. Moi, je n'avais pas cet argent de millions et tout ça, mais lui était un homme plus riche. Il m'avait dit, veux-tu te joindre à moi comme porte-parole? Tu es très connu, tu peux ouvrir des portes, tu as de bonnes relations dans le monde des affaires. Et moi, ça me plaisait énormément. C'était un complexe immobilier de 30 étages, d'une valeur à l'époque de 30 millions, qui vaut peut-être aujourd'hui beaucoup plus. Et nous avons uni nos forces pour développer ce projet. À mon grand chagrin, Carrefour Montréal n'a pas fonctionné à cause d'une conjecture épouvantable dans le monde de la finance. Nous sommes partis avec 9% d'intérêt et lorsque nous avons terminé nos conversations, nous étions rendus à 23%. Alors, il n'y avait plus de rentabilité possible. Et deuxièmement, ce qui m'a fait mal, qui est un peu plus terre à terre, c'est que financièrement, ça m'a ruiné. Et là, j'ai dû recommencer à zéro après ça. C'est un dur coup moralement et financièrement. C'était le premier gros échec de ma vie. Et j'avais mis beaucoup de temps, j'avais mis mon âme, de l'argent, bien entendu, et beaucoup de travail, beaucoup de déplacements. J'étais allé à New York une vingtaine de fois rencontrer des financiers, des clients, tout ça. Alors l'échec a été dur, à plusieurs points de vue. Ça m'a pris environ 2-3 mois pour me relever les manches. Je suis un homme à défi, comme je disais, c'en était un. Il était de taille, littéralement.
Mais j'ai surmonté ça. J'ai dit, écoute, il n'est pas question de faire de dépression nerveuse, il faut continuer, quoi. Et là, je me suis dit, oui, il faut continuer. Il faut continuer où tu as eu beaucoup de succès, ou encore le succès impossible, retournons à la télévision. Et je suis retourné au Canal 10 faire Parle Jean Jass. Mesdames et messieurs, bienvenue à Parle Jean Jass. L'émission était diffusée de 5h à 6h. Je pense qu'on a changé, on a modifié l'horaire. À un moment donné, elle a passé de 5h30 à 6h30. C'était une émission de courte durée, 2 ou 3 ans, où j'ai travaillé avec Suzanne Lapointe et Auguste Choquette comme co-animateurs. C'est moi qui lui apportais sa documentation, puis il lisait tout au complet. Puis il était bien aimé des invités, puis on n'a jamais eu un refus là, de qui que ce soit là, pour dire « moi, je ne vais pas à l'émission ». Ça a toujours été oui. Je pense que Parle Jean Jass m'a marqué parce qu'on a souligné ma polyvalence. Plus que les autres émissions, j'ai fait de l'entrevue pure. Alors, c'était vraiment un talk show, comme on appelle, en somme, où on parlait beaucoup, mais à toutes sortes d'invités. Acteurs de cinéma, chanteurs, etc. Alors, ça m'a marqué vraiment comme intervieweur. J'ai une belle mémoire aussi de réal comme auteur, hein? Je pense que la première fois que j'ai écrit, c'était pour Gilles Latulippe et Paul Desmarteau, Le Coq et Fils. Le deuxième, ça a été Amour, délices et compagnie, qui demeure dans ma carrière mon choix préféré de tout ce que j'ai écrit. Quand on a animé Attitude 737, moi, j'avais pas peur tellement de réal. J'avais surtout peur de l'émission qu'on concurrençait, qui était à Radio-Canada à l'époque. Et cette émission-là de Lise était déjà en progression et avait des ratings extraordinaires. Alors, nous, on s'est un peu cassé le nez là-dessus. Réal Giguère et moi, on s'est retrouvés quand il a écrit une série qui s'appelait Dominique, qui a eu un très, très, très gros succès. À cette époque-là, on a eu jusqu'à 2 millions de codes d'écoute. Et c'était un succès extraordinaire. Nous avons eu une collaboration tous les deux. Dominique est une femme extraordinaire, elle aussi. Elle est aussi exigeante que moi. C'est une professionnelle dans le bout de ses doigts, ce qui a fait que ça a très bien marché, cette série. Et nous avons été premiers pendant 3 ans que la série a duré. Nous n'avons jamais délogé de la première position. Avec Dominique, ce qu'a écrit Réal, ça a changé complètement ce que j'avais fait déjà. À moi et l'autre, avait fait des folies et tout ça. Et là, lui, il a fait Dominique, une mère de famille avec 2 enfants, qui est veuve et qui est obligée d'élever des enfants avec un beau-père et une belle-mère qui veulent se mêler de leurs affaires. Écoute, Pierre-Luc, je sais que t'es fou de la photo puis du film. Mais moi, j'ai pas une fortune à la banque, hein? Vous le savez, ça, hein? Tu vas pouvoir te remettre ton argent d'ici 4 mois. Tu veux-tu les voir, mes calculs? Non. C'est oui. Oui? Oui, c'est vrai? Ben non, c'est oui! Ben oui, j'ai dit oui. On doit s'arrêter, on me fait signe qu'on a de nouveau quelques messages d'intérêt. Nous allons venir avec le mot de la fin, après ces quelques réclames. Métro Boulot Dodo, c'est un truc qui n'a pas levé. Si on dit toujours, il y a toujours un côté positif, bien entendu, c'était de travailler à Radio-Canada qui a changé beaucoup de choses pour moi. Je n'étais pas habitué du tout. C'est un contexte complètement différent du Canal 10. L'expérience de Métro Boulot Dodo, disons que c'est pas un drame dans nos vies, ni à lui, ni à moi, mais on a aimé que ça marche. Et c'est sûr qu'on avait un peu plus d'argent et tout ça, mais c'est dommage. Tu sais, ça nous arrive dans nos carrières. C'est pas parce qu'on travaille pas fort, puis c'est pas parce qu'on le fait pas bien, ce métier-là, mais ça arrive qu'on se plante. On s'est planté, puis c'est tout, tu sais, je veux dire. Après Métro Boulot Dodo, on n'a pas retravaillé ensemble.
Je me souviens plus pourquoi, parce que j'ai fait autre chose. Je pense que j'ai fait un film, j'ai fait Le Déclin, fait mille et une choses. Et je sais pas s'il a des intentions d'écrire encore ou ne pas écrire. Je le sais! Moi, je jouerais volontiers dans une de ces séries. Oh, encore maintenant. Puis je me sentirais bien en sécurité. L'Ordre du Temps a commencé avec une idée que j'avais lancée d'être les premiers au Canal 10 à avoir un feuilleton quotidien. Je voulais être le premier à écrire ça. Alors j'ai commencé à organiser des personnages et tout. J'ai présenté un organigramme avec 42 personnages, chose qui ne s'était jamais vue. J'ai présenté un organigramme aussi complexe pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais besoin de matériel, moi, pour écrire à tous les jours, et c'est pas facile. Ils ont été emballés dans l'organigramme, ça se passait dans le monde de la haute finance, il y avait des intrigues et tout ça. Ils ont dit, c'est tellement bon, nous allons faire, en fin de compte, un téléroman, si tu veux bien, Réal. J'ai dit, d'accord. Alors, je l'avais appelé L'Ordre du Temps, qui reflétait bien sûr la recherche du bonheur, aussi bien monétaire que moral. C'était ça, l'essence de la série, que tout le monde recherche l'Ordre du Temps et que la plupart du temps, personne ne le trouve, quoi. Et j'avais l'intention d'aborder tous les sujets qui, jusque-là, avaient été tabous dans les téléromans. Sans prétention, je dois dire que toute notre équipe de l'Ordre du Temps, nous avons ouvert la route, les sillons, parce que maintenant, c'est monnaie courante ce qu'on a fait. Mais à l'époque, rapportez-vous en 1985, on ne touchait pas à ces sujets. L'homosexualité, l'avortement, l'euthanasie, tout ce que vous voulez. C'était un miroir. Les électrochocs, personne ne pensait que les électrochocs existaient encore. Et moi, je m'étais renseigné et on en donnait encore. C'est prêt, allons-y. Je m'étais renseigné à Hippolyte Lafontaine. Il avait dit, on ne montre pas ça et tout ça. À force de négocier, on nous avait donné la permission d'avoir une séance d'électrochoc avec Angèle Coutu qui a marqué l'histoire de la télévision. On n'avait jamais vu ça. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un homme qui regarde beaucoup la télévision américaine. À l'époque, il regardait ça, puis je pense qu'encore maintenant, les nouvelles. Il sait exactement ce qui se passe. Lorsque j'ai vraiment réalisé l'ampleur de sa gloire ou de son succès ou de sa popularité, ça a coïncidé avec le moment où j'ai réalisé qu'il était très polyvalent comme homme. Moi, je le connaissais comme animateur seulement. Et je n'avais pas connu le comédien. Il y a une génération qui a connu le comédien dans le temps de 10 sur 10, où il faisait des sketchs, où seulement, il m'avait été raconté ces sketchs-là, mais je ne pouvais même pas concevoir que mon père faisait Tarzanette ou Ticasse. Et toute une génération avait connu ça. Pour moi, c'était complètement inconnu. Et on a connu l'aventure de la cage aux folles. Et quand mon père a embarqué dans le projet, j'étais un peu sceptique, je ne comprenais pas vraiment, j'avais 10 ans à l'époque. Et ça prenait toute une ampleur à Montréal parce qu'il y avait un battage médiatique et tout. Et il revenait des répétitions, il avait des gestes un peu féminins parce qu'il s'était mis dans la peau de son personnage. J'étais complètement mystifiée par ça. Et on arrive le soir de la première, on est en avant, première rangée, je suis assise avec ma mère. Ma mère s'attend un peu, elle, au résultat. Moi, absolument pas. Mon père en costume, inconcevable pour moi. Et la pièce commence, Georges Carrère arrive sur scène, mon père est de dos, plumes, paillettes et tout. Et je regarde la scène, bon, l'attention se porte sur Georges Carrère. Et soudainement, mon père se retourne avec un « ouh » et c'est Réal Giguère. L'illusion est parfaite. C'est une femme en talons hauts. Elle avait perdu beaucoup de poids à l'époque pour avoir le profil. Et là, un tonnerre d'applaudissements, mais spontané dans la salle. Et moi, je suis... Et puis un peu de plus, je ne déçois pas, c'est simple, c'est pas le jour, vous savez. Ça y est, ça recommence. D'ailleurs, pour ce que j'ai à faire dans cette revue, je pourrais aussi bien rester là. Oh, la mauvaise foi. Et là, maman, dis-moi que c'est pas papa. Non, ça peut pas être papa. Et là, j'ai compris tout d'un coup comment il était populaire et comment il était polyvalent. C'était un homme de théâtre, c'était un homme de télévision, un homme de radio, un homme de cinéma. Et là, je me suis encore plus intéressée à sa carrière à partir de ce moment-là. Alors, je suis allé à Paris avec Paulette et nous sommes allés voir une pièce qui s'appelait La cage aux folles. Et Paulette m'a regardé et elle m'a dit,
Réal, est-ce que tu penses que je pense? J'ai dit non. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, tu devrais monter la cage. J'ai dit, Paulette, t'es pas sérieuse, toi. L'image de Réal Giguère, l'intervieweur sérieux. Moi, je sortais de Parle Jasas, puis des matins de Réal, à bord de ça. Elle dit, je te le dis, ça serait un succès extraordinaire. Non seulement que la pièce est merveilleuse, mais le fait que ce soit toi, tu vas renverser les gens. Mais c'est un petit ça te révolte comme un petit ah, c'est mon petit Les bonnes relations de la cage, au fond, ont commencé avec Gilles Talbot, qui était un gars extraordinaire, et qui a pris également comme partenaire Guy Latraverse, qui est un gars qui connaissait le métier sur le bout de ses doigts. Il s'agissait de trouver mon partenaire, et il s'agissait de trouver le bon metteur en scène. Je dis le bon metteur en scène non seulement pour avoir le talent de monter une pièce qui est très exigeante, qui est difficile à monter, qui est spectaculaire, et j'en passe, vous connaissez le produit, mais deuxièmement, qui sera prêt à travailler avec quelqu'un qui n'avait jamais monté sur les planches. Et nous sommes tombés sur Guy Hoffman, qui est venu, bien entendu, en entrevue, il m'a demandé si je peux passer quelque temps avec Réal Gigerson. Oui, certainement. On s'est parlé, la première chose qu'il m'a demandé, tout ça. Es-tu prêt à mouiller ta chemise? C'était son expression, hein, Guy. Si tu ne mouillais pas ta chemise, tu ne travaillais pas. Sincèrement, je crois que c'est pas de dévoiler un secret. Lorsque j'ai rencontré Réal pour la première fois, on s'est parlé, comme on dit, plexus à plexus. Et je lui ai dit, si tu veux embarquer avec moi, moi j'embarque avec toi. C'est une question de confiance mutuelle, entouré de tous les camarades. Et devoir travailler un homme comme ça, moi, chapeau. Pour moi, c'était important de réussir parce qu'en même temps, je faisais Réalité 80, qui était une émission sérieuse à la radio, à CJMS. Alors, je portais ces deux chapeaux qui, pour la première fois, mettaient en évidence toutes les facettes de ma personnalité. Le soir, je jouais dans une comédie bouffe, mais vraiment, vraiment poussée. Et le matin, j'interviewais des premiers ministres. Voici Géopardy. Il y a eu des quiz à vous de jouer, vrai de vrai, tout ça. Ce sont des petits quiz qui ont passé dans ma carrière. Ce quiz-là était un peu important. Le plus important que j'ai eu à animer et que j'ai adoré et qui malheureusement a représenté tellement de difficultés qu'on l'a enlevé, ça a été Géopardy. Pour moi, Géopardy, c'était merveilleux. Voici votre animateur, Réal Giguère. Merci Pierre Dorec. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Géopardy, un des quiz les plus extraordinaires. Un jeu questionnaire fascinant et intéressant pour tous les membres de la famille. La relation de mon père et ma mère, c'est le plus bel exemple d'amour et de complicité qu'on ne peut pas trouver. C'est comme dans les films. La rencontre était comme dans les films et la suite est comme dans les films. Une belle histoire d'amour. Après 38 ans, ils vont encore au cinéma, ils se tiennent par la main, ils se bécotent. Ils écoutent du Brel avec un feu de foyer un mardi après-midi du mois de novembre. Ils se créent des moments magiques. Encore après 38 ans, ils ont besoin de conserver cette flamme, cette passion. Pour moi, c'est un modèle à suivre, c'est un exemple. Et toute ma vie, j'ai aspiré à ça. Paulette a vécu avec moi. Paulette, c'est plus qu'une femme, c'est mon amie, c'est ma partenaire, en quelque sorte. C'est elle qui était mon inspiration, vraiment. C'est elle qui est responsable de ce que j'ai fait comme boulot, modestement, je le dis. Elle a tenu le fort lorsque je n'étais pas là, pour l'éducation de Magali. Elle m'a soutenu dans les moments difficiles. Nous avons traversé des épreuves. Je parlais de Carrefour Montréal. Elle n'a jamais abandonné. C'est une femme merveilleuse parce qu'elle est positive et optimiste. Je mentionnais tantôt que je suis un gars qui s'en fait beaucoup parce que je souffre d'insécurité. Alors c'était le pendant dans cet équilibre qui fait qu'un mariage, une union peut fonctionner de nos jours. Alors c'est ma camarade, c'est mon amie, c'est ma confidente en quelque sorte. Elle a toujours été la conseillère et sans elle, je suis sûr, et je le dis humblement, je n'aurais pas été capable de continuer mon métier. Et elle m'a donné aussi l'occasion d'avoir une autre famille. Lorsque ma famille s'est dissociée pour des raisons différentes, la famille, sa famille, bien entendu la famille Gingras, a été pour moi une deuxième famille. Et ça a été important, quoi. Là, des frères, des sœurs et tout ça. Le plus beau moment de ma vie, je crois, c'est la naissance de mes enfants, Sylvain et Magali. Il n'y a rien de tel que de tenir dans ses bras, pour moi du moins,
l'être que vous avez créé avec votre partenaire. Ça, c'est des moments inoubliables. Et je pense que sur le plan humain, ça remporte la palme. Rien du côté professionnel ne peut se rattacher à l'amour des enfants. Réal est très fier de ses enfants, Magali et Sylvain. Et d'ailleurs, il s'est inspiré un peu aussi quand je faisais Dominique, des choses qui arrivaient avec Sylvain et Magali. Il y a deux beaux enfants qui sont très gentils. Écoute-moi bien, Julie, je te rappelle que ce sont également mes enfants. Et David s'entend très bien avec Cathy, tandis qu'avec... Avec qui? Ah, David t'a parlé de Christophe, c'est ça? Je réponds ceci lorsqu'on me demande si je suis heureux que mes enfants fassent ou non. Je pense que tous les parents ont un souci, c'est de voir des enfants heureux, quelles que soient leurs occupations. Je ne sais pas s'il était un père sévère. J'ai jamais demandé à Magali. Mon père a été mon père, disons, jusqu'à l'âge de peut-être 20 ans. Puis ensuite, il est devenu, mon père est mon meilleur ami. Et maintenant, à 30 ans, c'est encore plus vrai. Je vous dirais que le couple que l'on invite le plus souvent, c'est mes parents. Mon père, c'est devenu mon confident, mon complice, mon guide, mon mentor, parce qu'il a l'expérience de vie que je n'ai pas. Et je lui demande conseil constamment. Alors, c'est vraiment mon meilleur ami, définitivement. Moi, j'aimais beaucoup parce que quand on travaillait ensemble, il nous recevait à la maison. Il est tellement drôle. C'est un homme drôle dans la vie, très drôle. Il nous fait rire, pleurer. Il aime manger. Il a voyagé beaucoup. Alors, il connaît les vins, il connaît toutes sortes de nourriture. Et c'est un cuisinier extraordinaire. Pourrait ouvrir un restaurant demain. Sa femme, la même chose. Je crois que c'est une passion, vraiment. C'est le terme. On aime bien manger, on aime les bons vins, on aime de la bonne nourriture. Et on aime surtout recevoir des gens pour échanger, quoi. Moi, j'ai dormi bercé par le son des voix des invités très, très jeunes. Ça me rassurait, d'ailleurs, d'entendre 7-8 personnes s'amuser. Mes parents ont toujours reçu en grand. Ils ont reçu des grands chefs de Paris et tout. Et c'est leur passion. Ils n'ont pas de mérite, ils ont un grand talent, c'est leur passion. Et quand ils reçoivent, tous les détails sont pensés. Ils impriment même des menus. Je me sentais privilégié que d'avoir cette invitation où là, on a été reçus avec des repas bien arrosés, d'excellents repas. On faisait de la musique aussi, on racontait des anecdotes. Alors, voilà des soirées qui se prolongeaient, et un peu plus tard que ça. C'est dommage qu'on se voit moins, parce que j'aimais beaucoup ça, aller manger chez lui. J'aimerais ça qu'il me réinvite encore. Je suis un homme très privé. Vous savez que c'est la première fois que j'accepte de faire ce genre d'émission, de raconter ma vie. J'ai toujours eu horreur de mêler ma vie privée à ma vie professionnelle. On m'a reproché très souvent, d'ailleurs. Il y a des gens, je me souviens de Dominique Michel qui m'avait dit à une émission, et ça m'a fait pleurer, d'ailleurs, je ne me souviens pas à quelle occasion on avait présenté un trophée, tout ça, puis elle avait dit, Réal, laisse-toi aimer, ouvre-toi un peu. Ça m'avait frappé. Réal, c'est un homme qui ne se laisse pas approcher et qui ne veut pas qu'on entre dans son intimité. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'il est méfiant. Il est méfiant, c'est un loup. Il ne veut pas que personne approche. Je suis convaincu que je me suis privé de sentiments réciproques en n'ouvrant pas. Enfin, que voulez-vous, on est comme on est, ça fait partie de ma personnalité. Il y a des regrets dans la vie, je le disais. Parmi les regrets, peut-être que j'ai été trop exigeant et aussi, je n'ai pas eu l'acceptation des gens comme j'aurais dû le faire. La compassion des gens tels qu'ils sont. Être la fille de Réal Giguère, malgré ce que les gens pensent, que c'était pas le brouhaha médiatique, parce qu'il a réussi à nous garder secret, parce que ça fait très peu de temps que les gens savent que j'existe, disons. Alors, pour moi, c'est pas être la fille d'une star, c'est être la fille d'un homme formidable. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour si j'étais à la retraite. Et j'ai eu cette phrase-là, et je pense qu'elle est bonne. J'ai dit, il n'y a aucun artiste qui laisse le métier. C'est le métier
qui laisse les artistes. Alors, mesdames et messieurs, accueillez M. Canaldis Réal Giguère. Merci beaucoup. Oh là 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 là, quelle journée. Découvrir le vrai coupable. Voilà le défi que se donne Etty Winthrop. Soyez témoin d'une autre enquête d'Etty dans un instant. Lorsqu'on rend hommage avec un trophée, on n'accroche pas nécessairement les patins et le chandail du gars. Merci beaucoup quand même. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.